Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation et de crypto. Bitcoin avec BitVM, je vais vous parler de Morpho qui s'attaque à AV. On va parler aussi d'Instadapp avec un nouveau protocole et de plein d'autres choses. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. On va passer rapidement sur le cours des crypto-monnaies, légère baisse aujourd'hui. Et aussi, je voulais vous parler d'Ether. Ether qui est en fait un plus bas par rapport au Bitcoin depuis 15 mois. En fait, si on prend depuis début janvier, l'Ether a perdu 26% par rapport au Bitcoin. Donc le Bitcoin résiste beaucoup mieux que l'Ether dans cette phase du bear market. Et le Bitcoin en fait a le narratif du halving qui arrive bientôt, du coup ça doit sûrement aider. Aussi c'est une valeur refuge dans les cryptos par rapport au reste des crypto-monnaies. Les altcoins, n'en parlons pas, ont beaucoup baissé, Ethereum a baissé moins et le Bitcoin se porte le mieux. Alors, je voulais justement parler du Bitcoin avec BitVM. C'est quoi BitVM? C'est un nouveau white paper qui vient d'être publié, qui commence à faire beaucoup de bruit dans l'écosystème Bitcoin. Et je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est et de voir est-ce que ça va vraiment changer beaucoup de choses ou non. Donc BitVM, c'est une sorte de machine virtuelle pour faire tourner des smart contracts et ce qui manque un peu sur le réseau Bitcoin, comme pourrait être le VM sur Ethereum. Mais attention, il y a pas mal de limites. Et surtout, l'avantage de BitVM par rapport à d'autres propositions qui existent déjà, c'est que ça ne nécessite pas de faire de fork du Bitcoin, donc de mettre à jour le réseau Bitcoin. Donc oui, ça va apporter pas mal de choses, mais on va dire l'inconvénient, c'est que c'est juste pour des interactions entre deux personnes uniquement. On n'est pas sur quelque chose qui permet une interaction avec plusieurs utilisateurs en même temps. C'est un peu un canal privilégié entre deux personnes où il peut se passer un certain nombre de choses, de smart contracts, etc. Donc c'est très intéressant, ça pourrait permettre de faire beaucoup plus de choses sur le Bitcoin qui n'est possible maintenant. Mais c'est pas un remplaçant de l'EVM. Attention, on va pas avoir par exemple un Uniswap qui va tourner de cette manière-là avec plusieurs personnes qui peuvent interagir en même temps. C'est juste entre deux personnes. Donc bon, c'est pas mal, mais c'est pas la finance décentralisée qui arrive sur le réseau Bitcoin. Donc il faut aussi un peu se dire que c'est pas non plus l'innovation du siècle. Mais tant mieux, honnêtement, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin depuis Ordinals, depuis un certain nombre de choses. Il y a plein de gens qui sont en train d'essayer de développer plein de choses autour du Bitcoin et j'espère que ça va continuer parce que au final, s'il y a un product market fit, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui plaît au marché, on verra qu'il y aura une nouvelle application, un nouveau usage qui va naître, comme a pu l'être Ordinals. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, je voulais vous parler de finance décentralisée avec Morpho et AV. AV, c'est un géant de la finance décentralisée, c'est un protocole de lending, on peut prêter, emprunter de l'argent, ils ont une TVL, une Total Value Lock très importante. Regardez, si on prend AV, on a 4,6 milliards de dollars de TVL, c'est juste énorme. Dans cette TVL, on a en fait pas mal de protocoles qui essayent de construire aussi des choses sur AV. Honnêtement, il y en a principalement un. Je veux parler de Morpho. Morpho, c'est une équipe française qui a construit ce protocole. C'est une surcouche sur AV qui permet d'avoir des taux d'intérêt plus intéressants que sur AV en mettant en fait les gens en contact de manière, on va dire, pair à pair. En gros, alors que AV c'est plus pool, c'est une pool et les gens empruntent la pool, Morpho ils veulent plus mettre les gens en lien, on va dire, de manière directe. Et Morpho jusqu'à maintenant, c'est quand même 460 millions de dollars de TVL selon DeFi Lama. Et donc ça représente quand même, si on se dit comme ça, grosso modo, 1/10 de AV. Ensuite, selon comment on compte, il y a plusieurs modes de calcul, mais c'est vraiment, je prends juste les chiffres macro. C'est pas négligeable, c'est une part non négligeable de AV. Et en fait, ils viennent d'annoncer un nouveau protocole qui va venir concurrencer AAV. C'est une solution de lending complète, un protocole de lending complet, ça s'appelle MorphoBlue. Ça vient de sortir là, il y a 7 heures. Et ils ont publié le white paper ainsi que le code source, qui a d'ailleurs déjà été audité par OpenZeppelin. Et c'est quoi ce protocole en fait? C'est vraiment c'est un protocole qui se veut très simple. On parle de 650 lignes de code. C'est un protocole qui ne peut pas changer. Il est immuable. Donc ça c'est très très bien d'un point de vue, on va dire, sécurité. Il n'y a pas d'upgrade possible. Il n'y a pas les développeurs qui veulent venir faire un rug ou quelque chose de similaire. C'est pas possible. Il y a aussi quasiment pas de gouvernance. Governance minimized, c'est-à-dire le moins possible de gouvernance et de vote de la communauté, etc.
C'est essentiel pour ne pas avoir un certain nombre de bugs qui peuvent être introduits par la gouvernance. Ça entraîne beaucoup de complexité aussi, toute la gouvernance. Et la simplicité, 650 lignes de code, c'est vraiment très simple, très facilement auditable, très facilement compréhensible. Et l'avantage, bah voilà, il y a c'est une nouvelle pool de landing, enfin c'est un nouveau protocole de landing. Et en fait, toute la gestion du risque est déléguée aux couches supérieures. Donc ça veut dire qu'il y aura des spécialistes du risque qui vont venir aussi se positionner sur le sujet. Regardez, Risk Expert, il y a la couche MorphoBlue qui est une petite couche ici, Liquidity Interest Accounting, c'est la première couche, et ensuite il va y avoir d'autres couches au-dessus, donc qui sortent un peu du corps du protocole pour simplifier les choses. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir plusieurs protocoles, plusieurs applications, plusieurs front-ends potentiellement qui vont venir construire sur MorphoBlue. Et voilà, donc tant mieux, ils annoncent des frais très intéressants, des taux d'intérêt intéressants, des frais de gaz aussi très faibles. Ils disent que ça réduit de 70% les frais de gaz par rapport à ce qui est comparable sur la finance décentralisée. Et voilà, donc hâte de voir quand ça va sortir. Moi, honnêtement, voilà, ce que j'apprécie particulièrement, c'est ça, c'est ces 3 points en fait, immuables, quasiment pas de gouvernance et simple. C'est essentiel pour un protocole qui va rester dans la durée, qui va rester de nombreuses années, qui va pas être modifié du jour au lendemain par les développeurs. Il y aura pas de piratage. En fait, il n'y aura pas de piratage causé par des bugs qui vont être introduits petit à petit. Le code, il est audité, il est sécurisé. Une fois qu'il est en prod, bah c'est bon, ça tourne et voilà. Et comme ça peut être pour Liquidity par exemple, Liquidity, c'est le même code depuis le début. Ça bouge pas. Et c'est rassurant en fait pour pouvoir construire des choses sur le protocole en question. Donc bravo à Morpho, ils ont toujours pas de token transférable. Ça veut dire que vous pouvez gagner là des tokens Morpho en allant sur l'application, mais vous pouvez pas les transférer. C'est un switch qu'ils n'ont pas encore activé. Je ne sais pas quand ils vont activer tout ça. C'est pas, on va dire, prévu là pour le moment, mais ça devrait au final arriver un jour. Et le même jour, on a eu en fait Instadapp, c'est aussi une application très connue pour faire du leverage, avoir du rendement par exemple intéressant sur les Ethers stakés. Ils font des boucles de looping, de lending, donc attention, il y a un risque sur tout ça. Mais bon, bref, là je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler d'un nouveau protocole de lending eux aussi qui sont en train de tester, qui s'appelle Fluid. Eux ils annoncent pour janvier la sortie. Alors là, c'est une approche qui semble être vraiment différente de ce que Aave est en train de proposer. Autant Aave est en train de faire de ce que Morpho est en train de proposer. Autant Morpho, ils sont en train de faire dans la simplicité. Fluid, ils sont en train d'essayer de rajouter le plus de fonctionnalités possibles empruntées à Aave, à Compound, Uniswap, Maker, Curve. Donc c'est vraiment 2 visions différentes. Et c'est ça que j'aime bien, moi, dans la finance centralisée. Il y a plusieurs équipes sur le même produit de lending qui sont en train de construire des choses qui sont vraiment à l'opposé sur l'aspect philosophique. Et on verra au final qu'est-ce qui est le mieux pour les utilisateurs, qu'est-ce qui apporte les meilleurs taux d'intérêt, qu'est-ce que les utilisateurs préfèrent utiliser, là où il y a le plus ou là où il y a le moins de risques. Et le marché va décider et que la meilleure solution va gagner. Et l'innovation qui sera la plus intéressante sera probablement adoptée par d'autres protocoles. Donc vraiment hâte de voir ce protocole fluide qui devrait apporter pas mal de fonctionnalités au sein d'un même protocole. J'ai pas vu le code sur ce protocole, ou en tout cas la complexité du code, mais vu ce qu'ils annoncent, ça doit être vraiment assez gros en termes de taille, donc attention, bien sûr, plus de risques de bugs par exemple, qui pourraient arriver par rapport à quelque chose de Morpho où c'est plus simple. Je voulais juste revenir un peu, la critique qui est faite à cette solution de Morpho, c'est que la gestion du risque va être déléguée, justement à qui, c'est pas très clair. Et c'est là où il faut voir est-ce qu'il y aura quelque chose d'assez simple pour les utilisateurs pour avoir une vision réelle du risque qui est pris par tel ou tel pool de liquidité. Sur Aave, c'est géré au niveau de la gouvernance, et d'ailleurs on ne sait pas exactement comment c'est géré, mais voilà, c'est géré de manière centralisée, là, centralisé par le DAO qui délègue à une équipe. Là, ça va être fait de manière différente. Et je voulais rester sur la finance décentralisée avec l'exchange décentralisé TraderJoe, qui a d'abord commencé sur Avalanche, qui est ensuite arrivé sur plein d'autres plateformes différentes, sur Arbitrum, sur Ethereum, qui est en train d'être attaqué par la chaîne de supermarchés aux États-Unis, TraderJoe. Donc effectivement, ils ont pris le même nom qu'eux pour lancer un exchange décentralisé. Et là, au final, ils portent plainte contre eux, et on va voir jusqu'où ça va aller, mais c'est pas de bon augure, on va dire, pour le token. Il devrait, dans le pire des cas, j'imagine, changer de nom et juste payer quelque chose de dommages et intérêts. Mais bon, ça rajoute quand même de l'incertitude autour de ce token et c'est pas une très bonne chose. Ensuite, on a eu, j'ai deux news intéressantes. Sur la première, Solana
avec un jeu qui est en train de cartonner sur Solana. C'est Sage Labs. C'est un jeu qui est fait par l'équipe qui est derrière Star Atlas. Et en fait, c'est un jeu qui a généré 15% de l'activité sur Solana ce dimanche, ce qui représente environ 2 millions de transactions. Et en fait, 2 millions de transactions, c'est plus que toutes les transactions du réseau Polygon le même jour. C'est sur tout le réseau Polygon a fait 2 millions à peu près, et le jeu a fait plus de 2 200 000. Donc on a un seul jeu sur Solana qui est en train de cartonner. Pourquoi ça génère autant de transactions? C'est parce que l'ensemble des actions qui sont réalisées sur ce jeu, un peu de stratégie on va dire, se font on-chain. Donc ça crée des interactions sur la blockchain Solana. Quand on creuse, on n'est pas en train de dire qu'il y a des centaines de milliers de joueurs sur ce jeu. Au contraire, il y a juste à peu près 1000 joueurs, 1440 joueurs. Donc on a 1440 joueurs qui font chacun 1500, environ 90 transactions par jour sur le jeu. Ça semble énorme. C'est pas très clair. Est-ce que c'est des vraies interactions? Est-ce que c'est des bots? J'en sais rien. Mais ce que je peux dire, c'est que 1400 personnes avec 1590 transactions par jour, ça peut pas scaler sur le long terme. Imaginez, vous avez 10%, vous faites un x10 sur les joueurs et vous faites un x10 sur les transactions. Vous avez 150% de toute l'activité sur Solana. Donc ça va énorme. Et imaginez qu'il y a 100 000 joueurs, je sais pas combien ça peut être, mais ça pourrait potentiellement, je sais pas, saturer Solana ou entraîner une hausse des frais, etc. Attention à tout ce qui est 100% on-chain, je suis pas sûr que c'est la vocation de Solana d'héberger l'ensemble des transactions de tous les jeux. Je pense qu'il y a plus des blockchains spéciales pour ça, ou sur le gaming, où un certain nombre de choses se font pas on-chain, où il y a un autre compromis qui est fait en décentralisation, sécurité et frais. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Solana, ça montre qu'il y a de l'adoption. Mais voilà, attention à ça, attention à ce volume de transactions. C'est ce volume de transactions qui pourrait vraiment venir impacter la blockchain s'il y a de forts usages ou s'il y a plein d'autres jeux similaires. Ensuite, on a Cryptods. Cryptods, c'est les NFT Cryptods. Et il y a un de ces NFT qui a été vendu pour 1,6 million de dollars et ça semble être une erreur ou du blanchiment d'argent, un des deux. C'est un NFT qui vaut beaucoup moins, normalement ça se vend pour 800 dollars. Et il y a quelqu'un qui l'a réussi à le vendre pour 1,6 million de dollars. Au début, les gens se sont dit c'était une erreur. Quelqu'un a fait un misclick et il a du coup mis beaucoup plus pour acheter ce NFT et quelqu'un d'autre a accepté. Mais quand on creuse un peu le sujet, on se rend compte que la personne qui a acheté ce NFT a reçu de l'argent d'un wallet qui a reçu de l'argent de Tornado Cash. Énormément d'argent de Tornado Cash. Plus d'1 million de dollars de Tornado Cash. Donc en fait, l'autre théorie actuellement, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de blanchir de l'argent de Tornado Cash. Par exemple, imaginez quelqu'un qui fait un piratage ou du phishing ou autre, qui envoie l'argent sur Tornado Cash. Pour récupérer cet argent de manière propre, il se dit tiens, je vais acheter un NFT qui coûte rien du tout. Par exemple, le Cryptods, il achète un NFT Cryptods et avec un autre compte, il se rachète à lui-même ce NFT pour 1,6 million de dollars en disant bah voilà, quelqu'un m'a acheté ce NFT 1,6 million de dollars par erreur ou autre. Moi j'ai juste acheté ce NFT et il peut potentiellement aller par exemple au fisc et dire bah oui, j'ai juste vendu ce NFT pour 1 million de dollars, voilà d'où vient cette fortune et du coup l'argent qui était sale devient propre. Est-ce que c'est ça? On sait pas, mais c'est les deux théories qui existent sur le sujet. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.